L'histoire des Hutus et des Tutsis, ainsi que les conflits qui ravagent encore aujourd'hui la région des Grands Lacs, est un véritable labyrinthe de tensions ethniques, de manipulations politiques et d'intérêts économiques qui remontent à plusieurs siècles. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo, au Kivu, à Goma, mais aussi au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et en Tanzanie, il faut remonter loin dans le temps, aux origines mêmes des Hutus et des Tutsis. Les Hutus et les Tutsis sont deux groupes qui vivent principalement au Rwanda et au Burundi, mais qu'on retrouve aussi en RDC, en Ouganda et en Tanzanie. Historiquement, les Hutus étaient des agriculteurs bantous, installés depuis longtemps dans la région, tandis que les Tutsis étaient traditionnellement associés à l'élevage. Pendant des siècles, le Rwanda et le Burundi étaient des royaumes centralisés, dominés par une aristocratie Tutsi, dirigée par un Mwami, un roi dont l'autorité s'étendait sur tout le territoire. Contrairement à ce que certains pensent, la différence entre Hutus et Tutsis n'a pas toujours été une question strictement ethnique, mais plutôt une distinction sociale et économique. Il était possible pour un Hutu de devenir Tutsi s'il accumulait du bétail et de la richesse, et inversement, un Tutsi pouvait être assimilé au Hutu s'il tombait dans la pauvreté. Mais l'arrivée des colonisateurs a tout changé. À la fin du XIXe siècle, l'Allemagne prend possession du Rwanda et du Burundi. Elle impose son contrôle en s'appuyant sur la monarchie Tutsi, renforçant encore plus la distinction entre les Hutus et les Tutsis. Après la Première Guerre mondiale, la Belgique remplace l'Allemagne et applique une politique de division encore plus radicale. En 1935, les Belges introduisent des cartes d'identité ethnique, attribuant officiellement à chaque individu une appartenance soit Hutu, soit Tutsi, soit T2A. Cette catégorisation va créer un fossé profond entre les deux groupes. Les Tutsis sont privilégiés dans l'administration, l'éducation et les postes de pouvoir, tandis que les Hutus sont relégués à des rôles subalternes. Mais dans les années 1950, le vent tourne. Avec la montée des mouvements indépendantistes en Afrique, les Hutus, qui représentent environ 85% de la population, commencent à réclamer plus de droits et à s'opposer à la domination Tutsi. Au Rwanda, une véritable révolution éclate en 1959. Des milliers de Tutsis sont tués et des centaines de milliers fuient vers les pays voisins, notamment l'Ouganda, le Burundi et le Zaïre, l'actuel RDC. En 1962, le Rwanda devient une république dirigée par les Hutus, tandis qu'au Burundi, les Tutsis conservent le pouvoir et répriment violemment les Hutus. En 1972, un génocide éclate au Burundi. Le gouvernement Tutsi exécute près de 200 000 Hutus, tandis que des milliers de Tutsis sont tués en représailles. Mais la véritable tragédie qui va bouleverser toute la région arrive en 1994. Depuis l'Ouganda, un groupe de réfugiés Tutsis dirigé par Paul Kagame, le Front patriotique rwandais, mène une guerre contre le régime Hutu du Rwanda. En 1993, un accord de paix est signé, mais les tensions restent extrêmes. Le 6 avril 1994, l'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana est abattu. C'est le déclencheur du génocide le plus rapide et le plus brutal du XXe siècle. En l'espace de 100 jours, entre 800 000 et 1 million de Tutsis et de Hutus modérés sont massacrés par les milices Interahamwe et l'armée rwandaise. Le FPR de Paul Kagame prend finalement Kigali en juillet 1994, mettant fin au génocide, mais déclenchant un nouvel exode massif. 2 millions de Hutus fuient au Zaïre, par crainte de représailles. C'est à ce moment que commence une nouvelle tragédie, celle des guerres du Congo. Les anciens génocidaires Hutus, qui s'étaient réfugiés en RDC, continuent à mener des attaques contre le Rwanda. En 1996, le Rwanda et l'Ouganda décident d'intervenir militairement en RDC pour les neutraliser. Ils soutiennent Laurent Désiré Kabila, qui réussit à renverser le dictateur Mobutu en 1997. Mais très vite, Kabila se retourne contre ses anciens alliés. En 1998, une nouvelle guerre éclate, la deuxième guerre du Congo, impliquant 9 pays africains et des dizaines de groupes armés. Ce conflit, qui dure jusqu'en 2003, fait plus de 5 millions de morts, ce qui en fait la guerre la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'est de la RDC est toujours en proie aux violences. Le Kivu, Goma, Bunia et toute la région sont ravagés par des groupes armés qui s'affrontent pour le contrôle du territoire et des ressources naturelles comme le coltan, l'or et les diamants. Le M23, un groupe rebelle composé majoritairement de Tutsis congolais, est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, tandis que les FDLR, une milice Hutu, continuent de semer la terreur. L'armée congolaise, corrompue et mal équipée, peine à rétablir l'ordre, tandis que les grandes puissances ferment les yeux sur cette tragédie qui profite à de nombreux intérêts économiques.
La crise des Grands Lacs est un enchevêtrement de conflits ethniques, politiques et économiques qui trouvent ses racines dans l'histoire coloniale et dans les manipulations des puissances étrangères. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'est de la RDC est la conséquence directe de décennies de violence, de génocide et d'interventions étrangères. Tant que les véritables causes du conflit ne seront pas traitées, tant que les ressources naturelles continueront à alimenter la guerre, tant que les tensions ethniques seront manipulées pour le pouvoir, la région restera un champ de bataille où les populations civiles paient le prix fort.